Il est 13 heures, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Le chef du gouvernement représentait le président de la République à Accra à l'inauguration du siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Robert Mambé-Begré a souligné les avancées obtenues grâce à ce partenariat initié en 2018 par les présidents de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a effectué une visite de travail au Burkina Faso, précisément à Niangoloko, à 65 km de la frontière ivoirienne. Téné Birahima Ouattara a eu une séance de travail avec son homologue burkinabé. Les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à mutualiser les efforts afin de freiner le terrorisme. Au Togo, le texte voté le 25 mars dernier a été passé en deuxième lecture hier vendredi sur demande du président de la République. Après la modification de quelques articles, le texte qui change le régime togolais, le faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix pour et 0 contre. C'est la matérialisation même du proverbe « l'union fait la force ». Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao ont choisi d'avancer main dans la main pour la pérennité de l'économie cacaoyère par l'amélioration de toute la chaîne des valeurs. Le tout nouveau siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana vient d'être officiellement ouvert à Accra. Ce pas de géant a été posé en présence du Premier ministre ivoirien et du président ghanéen. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial sur place. Un acte symbolique pour une économie cacaoyère plus forte, l'ouverture officielle du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader de la cacaoculture, bénéficient encore trop peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. Cette situation a amené les présidents Alassane Ouattara et Dankwa Nana Akufo-Addo à poser les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans une filière très compétitive. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacaoculture durable. L'initiative Cacao est le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent des réformes, anticipent les chocs et élaborent des dispositifs de rémunération stables. D'autres actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont également à signaler. Il s'agit notamment de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000. Cette norme panafricaine est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes. Il y a aussi l'opération dos à dos d'arrachage intensif des pieds des cacaoyers infectés par la maladie du Chouelen-Chout, lancée aux frontières Côte d'Ivoire-Ghana. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative Cacao, est déterminé à garantir l'avenir de l'économie cacaoyère en compagnie de la Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international à la mesure de notre représentativité. La Côte d'Ivoire et le Ghana
représente plus de 60% de l'offre mondiale du cacao. Et pendant ce temps, Téné Birahima Ouattara est en visite de travail au Burkina Faso voisin. Le ministre d'État, ministre de la Défense est à Niangoloko dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la patrie des hommes intègres. Il a été essentiellement question d'une mutualisation des efforts pour lutter plus efficacement contre le terrorisme à leurs frontières. Les précisions de Moussa Konaté. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en visite de travail à Niangoloko, localité de la région des Cascades, au Burkina Faso, à 65 km de la frontière ivoirienne. Après les honneurs militaires, une séance de travail avec le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Une rencontre en présence des autorités administratives de Niangoloko. Au menu des échanges, la coopération militaire et la planification d'opérations conjointes contre le terrorisme. Un grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les deux ministres de la Défense ont affiché leur engagement à renforcer la coopération sur le plan de la sécurité afin d'assurer la stabilité aux frontières des deux pays. Des images rapportées par le service com du ministère d'État, ministère de la Défense à nos services donc ici à RTI1 et commentées par Moussa Konaté. 51, c'est le chiffre de ce samedi. C'est le nombre de collèges de proximité qui ont été ouverts en Côte d'Ivoire en milieu rural dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement avec l'appui financier de la France. Des établissements qui offrent les mêmes commodités que ceux en milieu urbain, cela pour donner la chance à tous les enfants du pays de bénéficier des mêmes conditions d'études. Collège de proximité, quand l'école va vers les communautés rurales, un document signé Jean-Marc Djedji. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, direction Ferré-Mandougou, localité du département d'Odiéné, région du Denguélé. Une bourgade d'environ 1800 habitants où les populations ont accueilli il y a quelques années un établissement scolaire moderne, un collège de proximité. Un type d'école tout à fait normal, mais construit en zone rurale pour permettre une meilleure scolarisation des jeunes élèves et réduire leur exode vers les villes. Bonjour classe. Dans cette salle de classe, Fabrice Kouakou dispense ce jour-là un cours de physique-chimie. La trentaine d'élèves inscrits dans cette classe de 3e composeront cette année le BEPC. Pour les y aider, les professeurs affectés ici sont au préalable formés à l'École nationale supérieure, mais avec une particularité propre au collège de proximité, le système de bivalence des enseignants. Je suis professeur bivalent de profil physique et SVT, et il y a certains de mes collègues qui sont dans les salles là-bas, et ils sont histoire géo français et il y a français et DAC. Enseigner 2 matières pour combler le manque de professeurs dans les zones rurales. L'un des enjeux majeurs des établissements de proximité, comme celui-ci, construit pour 15 villages. Le nombre moyen de villages pour une école de proximité. Une aubaine pour les 45 295 élèves des zones rurales. Autrefois, la plupart d'entre eux étaient contraints de quitter leur famille pour une grande ville, une fois le CPE en poche. Ça nous arrange que nous soyons près de l'école, ça nous évite plusieurs difficultés
Aller loin pour avoir des tuteurs malveillants, tout ça nous fera du mal dans nos études. Non, rester près de nos parents, ça nous évite beaucoup de problèmes. On peut se lever tôt, venir vite aller en classe pour suivre les cours. Ça nous permet de réviser tranquillement. Ce n'est pas de mettre la pression sur nous-mêmes, et de bien réviser les cours pour bien suivre, pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Des cours sont dispensés à ces élèves dans des installations modernes, au même titre que ceux des grandes villes. Alors, on se verra la semaine prochaine. Le cours de chimie à peine achevé pour Fabrice Kouakou, direction une autre salle de classe. Alors, on va commencer le cours de SVT. Grâce au système de bivalence instauré dans ces collèges de proximité, les élèves peuvent bénéficier de l'ensemble du programme scolaire annuel, ce qui contribue à améliorer leur performance scolaire, comme a pu l'observer le directeur de cet établissement. On a quand même une augmentation du taux de réussite. Grâce au suivi des enfants, nous arrivons vraiment à faire des résultats nettement mieux. De meilleurs résultats grâce à un suivi particulier rendu possible pour les parents aussi. Ils peuvent régulièrement s'enquérir du niveau de leurs enfants grâce à l'informatisation du fichier scolaire. Les collèges de proximité, une initiative mise sur pied à travers tout le pays. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France, et qui vise aussi à doter ces établissements ruraux d'équipements de pointe. C'est le cas ici à Banfla, dans le centre-ouest ivoirien. Un autre collège de proximité a la même architecture, où se tient dans cette salle multimédia un cours d'informatique. Des travaux pratiques sur le logiciel Excel. Donc si vous appuyez le bouton que $ sort pas, vous appuyez maintenant Cap Log. Une initiation à l'outil informatique pour ces jeunes élèves en classe de 4e. Avec les cours d'informatique, j'ai appris à travailler avec le logiciel Excel. Et j'ai appris à faire des tableaux, des recherches. C'est la première fois que j'apprends à travailler sur un ordinateur. Nous avons commencé sur un site provisoire avant d'intégrer les locaux du CDD. Ici, nous sommes dans de bien meilleures conditions de travail parce que le CDD nous a équipés. Nous avons reçu du mobilier, des bureaux, nous avons reçu une salle informatique, également du matériel sportif. L'avènement des collèges de proximité est un ouf de soulagement pour les populations de ces communautés villageoises où la déperdition scolaire est courante. Pour scolariser leurs enfants dans des écoles convenables, les parents étaient obligés de les envoyer à Boisflé, à plusieurs dizaines de kilomètres des villages. C'était difficile, même pour qu'on se déplace à aller voir les parents et les élèves à Boisflé, on avait des problèmes, des difficultés. Et tu n'as pas l'argent. Et tu vas aussi là-bas, c'est pour louer maison, tout ça. Maintenant, là, il n'y en a plus. Les enfants sont auprès de nous, on se débrouille. Nos enfants, ils étaient petits, Boisflé, c'est vraiment loin. Bon, l'école, là, à côté, on a vraiment le regard sur eux, on les suit. Bon, leur éducation aussi, par rapport aux études, nous, on les suit, quand ils viennent. On essaie de voir vraiment les matières qu'ils ont fait, on essaie de les suivre aussi. Grâce au C2D, l'État de Côte d'Ivoire ambitionne de doter certaines sous-préfectures de collèges de proximité. À ce jour, 51 ont déjà ouvert leurs portes et une dizaine en cours d'ouverture. Ce sont 71 milliards de francs CFA qui ont été investis dans l'éducation de base. À terme, 250 collèges de proximité seront construits et équipés sur toute l'étendue du territoire. C'est un commentaire signé Jean-Marc Djadji du service des grandes enquêtes de RTI. Place à présent au JT du Massa. Depuis le 13 avril dernier, la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan bat son plein sous le thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain ». C'est donc ce samedi que les lampions s'éteignent sur cette édition 2024. Le Massa, c'est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont à titre principal le soutien à la création
et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles. Le marché n'a pas encore véritablement refermé ses portes, mais hier soir, le directeur général du Massa a été sur le plateau du 20h ici à RTI1 avec Marie-Laure Ngoran. Abdourahmane Kamaté est venu faire un petit bilan de ces quelques jours de fête à l'occasion de la grand-messe des arts du spectacle. On regarde un extrait. Les retombées sont énormes, pas simplement en termes d'économie, mais aussi en termes d'instruction. Nos artistes et nos opérateurs ont été formés pendant le Massa. Donc, il y a eu ce transfert de compétences qui va rester parce que le cachet, il peut être important, mais il finit un jour. Mais quand le savoir, il est là, nous l'avons pour toujours. Pour revenir sur l'aspect économique, oui, nous avons eu pour la première fois de l'histoire donc de l'événement 106 programmateurs et acheteurs du monde entier, donc de tous les continents qui sont venus en Côte d'Ivoire pour rencontrer nos artistes, les artistes ivoiriens, mais aussi les artistes africains. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons organisé ce que nous appelons les B2B, qui sont les rencontres des business. 600 rendez-vous, je dis bien 600 rendez-vous ont été tenus. Et donc cela augure de signature de contrats importants dans les jours à venir et les semaines à venir pour nos artistes. Nous allons donc décerner demain le prix féminin qui va porter le nom de notre grande chancelière honoraire, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Donc voilà, un groupe artistique féminin où une femme va recevoir ce grand prix pour son œuvre artistique pendant le Massa. Et je profite de votre antenne pour encore une fois remercier cette grande dame qui a été l'initiatrice de beaucoup de choses. C'était Abou Konaté, DG du Massa. Vous donnez rendez-vous pour la clôture. Pour la clôture à 19h. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout à fait. Et 2026 sera meilleur que 2024. Et le prix Henriette Dagri-Diabaté sera effectivement remis aujourd'hui même à l'occasion de la clôture de ce Massa 13, ce Massa 2024. Et innovation de taille, le Massa cette année, ce n'est pas qu'au Palais de la Culture de Treichville. Plusieurs zones ont été aussi choisies par le comité d'organisation pour abriter certains spectacles et faire plaisir à un plus grand nombre de personnes. À Treichville, le Yelams fait partie de ces zones-là. À Cocody également, l'Institut Goethe. Et Koumassi, place Inch'Allah. Et justement, c'est sur cette célèbre place de Koumassi que je vous emmène maintenant pour y vivre l'ambiance des villages Massa éclatés. Nos guides sont Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. C'est le Massa éclaté sur le site de la place Inch'Allah de Koumassi. Plusieurs disciplines artistiques, au nombre desquelles l'humour et la musique, se succèdent devant un public composé en grande majorité de jeunes. La particularité de cette édition, c'est que nous avons souhaité que les 10 communes d'Abidjan, pour tout vous dire, soient animées. D'abord, dans un premier temps, à travers des activités, des promotions qui ont eu lieu, donc les battles, qui étaient des compétitions avec les jeunes. Des artistes sélectionnés, heureux de faire montre de leur talent, sur la scène du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. On a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Donc on ne peut pas faire ce genre de festival sans impliquer l'humour. On est content. C'est incroyable de découvrir autant de pays et de propositions différentes dans un seul spectacle. C'est un festival énorme. J'ai déjà plusieurs fois joué ici à Koumassi, donc il y a un public reggae de tous genres. Donc nous on est là, on fait le job. Le Massa éclaté dans la commune de Koumassi, un spectacle qui bénéficie du soutien de la mairie et de l'Union européenne. C'est l'occasion pour nous de montrer ce que nous savons faire, de montrer notre savoir-être et de pouvoir faire des échanges avec les autres jeunes, avec des promoteurs. Nous sommes très présents dans beaucoup d'actions en faveur de la jeunesse et le Massa évidemment ne pouvait pas manquer à ces opportunités. C'est aussi une excellente occasion pour les jeunes qui sont dans les arts et spectacles de se montrer, de montrer leur talent. À l'instar de la place Inch'Allah de Koumassi, ce sont plusieurs sites et salles dans différentes communes d'Abidjan qui accueillent également le Massa 2024.
Et c'est ici qu'on referme la page Massa de cette édition. Et on va parler d'une autre célébration de la culture. C'est la fête de l'Igname et c'est à Niablé que je vous envoie. Niablé, dans l'Indénié Djuablin. Là-bas, la célébration de la fête de l'Igname symbolise une nouvelle année. Notre correspondant Eugène Atoubé était à l'édition 2024 au cours de laquelle le canton a décidé de s'ouvrir à l'extérieur. La fête d'Igname, occasion pour Niablé de laisser découvrir l'union de ses filles, fils des cadres autour de leur chef de canton et leur rapport à la tradition. Si chaque année, le rituel est connu à l'avance, la parade du chef de canton, Nanan Kwakuko, le patient 3 et sa cour, est toujours pour les populations et les invités venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de diverses contrées, un spectacle majestueux qui trouve son prolongement à la cour royale. Si on ne connaît pas notre culture, on ne pourra pas la valoriser. Donc pour moi, c'est très important de venir assister. Le chef nous a appelés à vivre ensemble et à rester toujours solidaires, à promouvoir aussi la paix. Un aréopage de personnalités et de têtes couronnées, parmi lesquelles le roi du Gobelet, et les populations sont témoins de toutes les étapes du rituel de la fête d'Igname, comme ici la sortie des bias aux chaises sacrées. Ce moment où domine le magico-religieux consacre officiellement l'année nouvelle dans le canton Niablé. Le chef de canton, il attend une cohésion sociale. Nous voulons la paix, on veut s'entendre, on veut être unanime sur un but, le développement de la région, surtout de Niablé. Immense la joie et le bonheur de la population du canton Niablé de commencer la nouvelle année avec confiance et optimisme. Dans un contexte où le chef de canton a autorisé cette année l'anoblissement d'une femme congolaise, ministre en charge des petites et moyennes entreprises dans son pays, Jacqueline Mikoko Maïdara fait désormais partie de la chefferie du canton Niablé. Son nom de règne, Nana Brou Adjoua. Un signe d'ouverture qui s'inscrit dans la vision du chef de canton de Niablé. Une Congolaise, ministre de Sucra, qui vient à Niablé pour dire que je veux appartenir à votre famille. Et pour appartenir à une famille, il faut que vous soyez anoblis, que vous ayez un nom propre de cette famille. Chaque année, nous faisons en sorte que tous nos amis qui viennent nous visiter, on anoblisse l'un d'entre eux. C'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons le devoir de faire en sorte que l'un des nés, on communique avec tout le monde. Le fait marquant la nouvelle année qui commence dans le canton Niablé est la consommation de l'igname. À la cour royale, le chef de canton donne le ton. Le tubercule est présenté dans une forme pilée et rougie à l'huile de palme. Le foufou, comme on l'appelle en langue locale, Agni Ndenia. C'est seulement après que le chef de canton l'a mangé et après lui la notabilité que le reste de la population, fortement attachée à ses valeurs et à sa culture, peut en faire autant. Exigence de la tradition. Un grand reportage d'Eugène Atoubé, chef du service des reportages en région, ici à RTI 1. On en vient maintenant à ce partenariat MIRA-UVICOSI, ministère des Ressources animales et halieutiques, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un accord signé cette semaine dans le cadre de la mise en œuvre du PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, et aboutir à une autosuffisance alimentaire, notamment en produits animaux et halieutiques. Léon Brokwame, à Boussoro. La Côte d'Ivoire importe pour 450 milliards de protéines animales et 300 milliards de francs CFA de poissons surgelés par an. Cette dépendance, le gouvernement s'active pour l'endiguer à travers la PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Désormais, les villes et communes s'y mettent. Au niveau de Ouélé, nous avons des bas-fonds. En accord avec le ministère, nous allons développer autour de ces bas-fonds, nous allons faire des retenues d'eau et puis dans ces retenues d'eau, faire de l'élevage. C'est important que nous soyons là au moment où il y a la signature de l'accord cadre pour voir ensemble qu'est-ce qui sera mieux
pour les jeunes et pour les femmes, au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture, au niveau de l'élevage. Cette implication des maires dans la mise en œuvre de la PONADEPA résulte du présent partenariat entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Viser des produits animaux et halieutiques en quantité et de qualité, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les jeunes et les femmes doivent prendre leur destin en main en assurant une saine alimentation des populations par l'élevage, par une pêche efficace. Et tout cela nécessite une implication des élus que nous sommes à faire en sorte que les jeunes embrassent ces métiers qui sont des métiers de proximité. Il était important que nous formalisions ce rapport d'interaction à l'effet d'impacter durablement les populations qui sont dans les collectivités, mais surtout que nous puissions aussi garantir la qualité des denrées animales et d'origine animale. Ce partenariat concède également aux mairies la mise en œuvre de projets et centres d'application dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits animaux et halieutiques. Merci à vous, Léon Brou Kwame. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire comme vous, Léon Brou, seront connus le week-end prochain lors d'une soirée féerique qui aura lieu à l'hôtel Président de Yamoussoukro. L'UNJCI, la fêtière, vient de lancer l'édition 2023 des Ebonies qui se tiendra sous le thème « Intelligence artificielle, atout ou menace » pour le journaliste. En plus du super prix, une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels seront également attribués aux meilleurs d'entre nous. Jean-Marc Djadji et Joël Gomez étaient à la cérémonie de lancement. Qui, des 18 journalistes nominés, succédera au Super Ebony 2022, Raphaël Tano, à l'occasion de la 25e édition du Week-end des Ebonies prévu du 26 au 28 avril 2024 à Yamoussoukro. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, lance officiellement les activités. Une vingtaine de prix, dont les Ebonies presse écrite, numérique, télé, radio et enfin le Super Ebony, sera décerné à l'occasion de la Nuit de la Communication 2023. Des innovations majeures sont annoncées. Au cours de ce week-end-là, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le volet sportif et le volet intellectuel. Sans oublier naturellement la nuit de l'excellence, la nuit des Ebonies. C'est que pour les présentateurs télé, il y a d'autres critères qui sont entrés en ligne de compte, c'est-à-dire que maintenant ce sera le vote du public. Ce sera l'occasion pour nous de rendre hommage à tous nos amis, tous nos dévanciers, tous nos camarades notamment, qui se sont essayés dans le management au niveau des médias. La Caisse nationale de prévoyance sociale, IPS-CNPS, soutient cette initiative de promotion de l'excellence dans le secteur des médias. Les bonus, c'est l'expression de l'excellence et c'est pour ça que la CNPS s'associe à cet événement. Et désormais, la CNPS voudrait aller au-delà du simple parrainage pour véritablement contribuer à l'évolution de la presse ivoirienne afin que ce soit une presse dynamique, une presse qui nourrit ses hommes et ses femmes et une presse qui rayonne au-delà de la Côte d'Ivoire. Intelligence artificielle, atout ou menace pour le journaliste est le thème central du Week-end des Ebonies 2023. Plusieurs lots, dont un véhicule flambant neuf, sont prévus pour le lauréat du Super Ebony, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, la RTI reviendra avec le plus grand nombre de prix. Quels sont les enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO? Voilà le sujet discuté lors d'un panel initié cette semaine ici à Abidjan par le CEP, le Centre d'études prospectives, en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann. Le compte-rendu de Jean-Michel Quadio, Sidonie Davila. Analyser les enjeux et les défis du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO pour l'Alliance des États du Sahel, un exercice auquel se prête le Centre d'études prospectives à travers des experts en géopolitique et en économie. En matière d'échanges économiques, la Côte d'Ivoire constitue à la fois pour eux l'un des premiers fournisseurs et également l'un des premiers clients des productions de leur pays. Donc nous sommes fortement interreliés.
Et dans un tel contexte, l'idéal, c'est qu'on puisse plutôt aller à une sorte de négociation pour que leur sortie ne devienne pas effective. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces 3 pays disposent d'une année pour maintenir leur décision ou pour changer d'avis, explique l'ambassadeur Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO. La CEDEAO a vraiment donné son avis. Je me suis basée sur les décisions qui ont été prises par les chefs d'État en février 2024, où il y a eu des discussions sur le retrait de nos 3 pays frères. Et il a été question donc de présenter les conséquences de ce retrait, si ça se réalisait. Et donc on a un peu brossé le contour donc des conséquences de ce retrait sur le plan économique. Acté par la charte du 16 septembre 2023, l'alliance entre ces 3 pays vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Au Togo, le texte voté le 25 mars dernier a été passé en 2e lecture hier vendredi, sur demande du président de la République. Après la modification de quelques articles, le texte qui change le régime togolais, le faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix pour et 0 contre. En principe, dès la promulgation du texte, Faure Gnassingbé a 15 jours à partir du vote pour le faire. Le Togo passe à une 5e république. Cette nouvelle constitution supprime l'élection présidentielle au suffrage direct. Plusieurs Américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. La demande de retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Les États-Unis ont déjà suspendu l'essentiel de leur coopération avec Niamey à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. Le nouveau régime de Niamey s'est rapproché de la Russie, comme le Mali et le Burkina Faso. Tout comme RTI 1 se rapproche de vous chaque jour un peu plus. À demain pour le grand journal du dimanche.